Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Formateur 2.0, la chaîne qui vous aide à devenir un formateur plus efficace. Dans cette vidéo, nous allons aborder la mémoire procédurale ou comment faire apprendre des procédures, des gestes aux gens de façon à ce que ça devienne un automatisme qu'ils maîtrisent jusqu'à la fin de leur vie. On va commencer cette vidéo par un rappel sur la notion de réduction cognitive. Rappelez-vous, quand j'apprends à conduire et que je vois un feu rouge qui arrive au loin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, dans ma mémoire de travail. Et du coup, je suis complètement obnubilée par il faut que je change de vitesse, il faut que je freine, tout ce qu'il y a à faire en même temps. C'est exactement la même chose, par exemple, quand on apprend une nouvelle chorégraphie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les danseurs expérimentés apprennent les chorégraphies beaucoup plus rapidement que des danseurs débutants. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur mémoire à long terme, dans leur mémoire cette fois-ci procédurale, l'endroit où il y a les gestes, ils possèdent des petits bouts, des automatismes de chorégraphie qui, du coup, ils vont pouvoir assembler ces petits bouts petit à petit. Du coup, ça va être très rapide. Alors qu'un débutant, lui, il doit apprendre chaque nouveau pas. Il n'a pas ces automatismes. Souvent, en tant que formateur, on a besoin de construire ces automatismes chez nos apprenants. On a besoin qu'ils savent faire les choses sans y penser. Et donc, on va devoir faire passer des process ou des gestes de la mémoire de travail jusqu'à la mémoire à long terme. Mais cette fois-ci, la mémoire à long terme qu'on va viser, c'est la mémoire procédurale. À noter que dans la mémoire procédurale, on ne trouve pas seulement les gestes, comme les exemples de la chorégraphie ou de conduire dans la voiture. On va aussi trouver tout ce qui va être procédures et qui peuvent être des procédures cognitives. Rappelez-vous par exemple quand vous avez appris à multiplier, eh bien la première multiplication, vous aviez besoin de la poser par écrit, vous deviez réfléchir à comment faire les choses et aujourd'hui vous savez le faire comme ça directement, c'est devenu un automatisme. Donc même dans le domaine cognitif, tout ce qui va être en fait façon de faire, choses à répéter, etc. Ça rentre non pas dans la mémoire sémantique, mais bien dans la mémoire procédurale. Donc, si vous devez apprendre des façons de faire, des process, des procédures à vos apprenants, c'est bien cette mémoire-là qu'il faut viser. Alors, souvent, ces choses-là, ces process, ces gestes, en fait, se regroupent sous un grand terme qu'on appelle les savoir-faire. Donc, comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on forme les gens à acquérir des savoir-faire? Apprendre un savoir-faire, ça ne veut pas dire savoir le faire une seule fois. Il faut savoir le faire plein de fois jusqu'à ce que ce soit donc un automatisme. Concrètement, si j'apprends un savoir-faire mais que je le donne une ou deux fois, au moment où l'apprenant va devoir le faire, il va être centré sur la tâche. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Puisque ce n'est pas un automatisme, donc il va être sur la tâche. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, je dois débrayer, je dois freiner, il faut que je mette mon clignotant, etc. En revanche, une fois que ces choses-là sont rentrées en mémoire procédurale et que ce sont donc des automatismes, il ne va plus être centré sur la tâche, mais il va être centré sur le contexte. Pour un conducteur, ça va se dire « Ah oui, alors, il faut que je fasse attention, la voiture de devant commence à freiner, là j'en vois une qui arrive sur la droite, derrière il y a quelqu'un qui va me tamponner, donc il faut que je fasse attention à freiner moins fort, etc. » Et on voit bien que l'expert qui est centré sur le contexte est beaucoup plus efficace dans ce qu'il va faire que celui qui est centré sur la tâche. Donc, le but, si vous voulez créer des experts, enfin transmettre votre expertise, c'est qu'il va falloir décentrer les apprenants qui sont centrés sur la tâche pour qu'ils se centrent sur le contexte. Et pour ça, il va falloir que tout ce qui a lieu à la tâche rentre en arrière-plan, rentre dans la mémoire à long terme et rentre dans la mémoire procédurale. Pour ça, il faut donc que la réalisation devienne un automatisme. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça, alors par exemple, si on apprend le piano, eh ben on va faire ses gammes. On va le faire jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Si on prend l'exemple des pilotes d'avion, par exemple, avant d'aller dans un avion, ils vont piloter dans un simulateur de vol. Le simulateur de vol, c'est un endroit où ils peuvent être concentrés sur la tâche avant de regarder le contexte parce que du coup, le contexte est contrôlé, on le connaît, il n'y a aucun risque, etc. Donc, le simulateur, c'est l'endroit où on va s'exercer sur la tâche suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Donc, si vous voulez construire des automatismes chez vos apprenants, il va falloir construire un simulateur, quelque chose où ils vont pouvoir s'entraîner en se centrant sur ce savoir-faire jusqu'à ce qu'ils puissent le faire sans y penser et qu'ils puissent se centrer donc sur le contexte. À quoi est-ce que ça ressemble un simulateur de savoir-faire quand on n'est pas dans le domaine de l'aviation? Eh bien, ça ressemble souvent à une banque d'exercices que les apprenants vont devoir faire au fur et à mesure. Il y a deux règles à respecter pour que ce simulateur soit efficace. La première, c'est qu'il faut étayer
ce que les apprenants doivent réaliser. C'est-à-dire qu'on va leur donner une liste de choses à faire. Si par exemple, on leur apprend à lancer un avion, enfin à démarrer un avion au décollage, ils vont avoir au début une liste de il faut faire ci, puis faire ça, puis faire ci, etc. Autre exemple, si par exemple vous devez former les techniciens d'un call center à suivre un entretien téléphonique, vous allez leur donner la liste explicite des choses à demander, de comment gérer, etc. Donc la première chose, c'est vous de vous poser en tant qu'expert et de voir parmi ces automatismes que vous maîtrisez, comment vous les expliquez à un débutant en écrivant de façon explicite tout ce que vous allez faire. Ensuite, la deuxième chose à respecter pour que ce simulateur de savoir-faire soit efficace, c'est que les apprenants aient accès à un feedback ou une correction, si vous voulez, rapide derrière. C'est-à-dire que vous allez leur donner leur procédure à faire pour les call centers, par exemple. Donc, ils vont faire un entretien. Et une fois qu'ils ont fait l'entretien, ils ont un feedback pour savoir si cet entretien s'est bien réalisé ou pas. Alors, soit ça peut être un feedback par un tiers, soit ça peut être un feedback par un formateur rapide, soit ça peut être une grille d'autocorrection. Est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, etc. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la façon dont le feedback est apporté, mais c'est qu'il soit rapide et surtout immédiat une fois que l'apprenant a réalisé la tâche. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais ça demande énormément de temps, à la fois du temps de préparation et du temps en formation. Oui, ce n'est pas nouveau, apprendre, ça prend du temps. Et souvent, on essaye de mettre les choses trop vite et du coup, on fait ce qu'on appelle d'apprentissage de surface qui ne reste pas sur le long terme et on se demande pourquoi les formations ne servent à rien. Si vous voulez que ça serve à quelque chose, il n'y a pas le choix, il va falloir prendre du temps. Ça veut dire que comme c'est un investissement en temps pour vous et pour vos apprenants, il va falloir choisir ce que vous voulez passer en automatisme. Donc bien évidemment, il ne va pas falloir mettre trop d'automatismes à acquérir quand vous faites votre plan de formation. Il va falloir les choisir et les sélectionner. La bonne question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin que les apprenants sachent faire ça sans y penser ou est-ce que s'ils ont la notice, ce n'est pas très grave? Par exemple, si je veux leur apprendre à utiliser Excel, est-ce qu'ils peuvent aller chercher dans l'aide pour réfléchir comment faire? Oui, donc ce n'est pas très grave si ce n'est pas un automatisme. En revanche, si vous formez, je ne sais pas, des médecins qui doivent réagir à comment gérer un arrêt cardiaque, si au moment où l'arrêt cardiaque arrive, le médecin doit faire « attendez, je dois aller regarder la notice », ce n'est pas possible. Pareil pour les pilotes, au moment où il y a un problème dans l'avion, il doit être entièrement centré sur la réponse et donc on doit vraiment être dans l'automatisme. Donc, les deux sont possibles, l'automatisme ou juste savoir-faire. Il faut bien savoir où est-ce que vous allez mettre le curseur, vous, en tant que formateur. Et donc, demandez-vous, est-ce que dans le contexte professionnel, mes apprenants auront accès à la notice? Donc, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est qu'en tant que formateur, on peut, et certaines fois, on doit transmettre des automatismes qui vont rentrer dans la mémoire procédurale et donc qu'on va acquérir jusqu'à la fin de la vie. Voilà, on sait tous faire du vélo. Et on a appris une fois, mais maintenant, on le connaît. Ça, c'est la mémoire procédurale. C'est long. C'est long, ça demande de faire un simulateur. On a vu comment faire un simulateur pour obtenir des automatismes. C'est long, donc il va falloir faire attention à bien choisir les compétences qu'on veut passer sous forme d'automatisme et celles où on va rester sur le mode « on sait faire », mais avec la notice. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des pistes pour votre pratique professionnelle de formateur. Je vous dis à la semaine prochaine sur une dernière vidéo sur la mémoire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, je vous offre en description la trousse à outils du formateur 2.0. N'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'une nouvelle vidéo sort toutes les semaines. Vous pouvez aussi liker ou partager si vous voulez me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, alors n'hésitez pas à me poser des questions.